Pourquoi cela vous a-t-il autant affecté? Pourquoi une phrase, un regard, une absence, un commentaire ou une situation apparemment insignifiante ont-ils réussi à gâcher votre journée, votre humeur, votre énergie? Vous êtes-vous déjà vraiment posé la question sans vous défendre, sans vous justifier? Car peut-être, la réponse ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans le contrôle que vous avez perdu sans vous en rendre compte. Si quelque chose vous touche profondément, ce n'est pas parce que c'est trop important. C'est parce qu'à un moment donné, vous lui avez laissé prendre le pouvoir sur vous. Et c'est une idée dérangeante, presque choquante. On a envie de la rejeter immédiatement. Mais restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre et changer radicalement votre façon d'appréhender le monde. La plupart des gens pensent que perdre le contrôle est un phénomène inévitable, que les émotions viennent de l'extérieur, que les situations sont plus fortes que les autres, que certaines personnes nous manipulent. Mais si je vous disais que la plupart du temps, vous ne perdez pas le contrôle, vous cédez? Vous cédez lorsque vous réagissez sans vous en rendre compte, lorsque vous vous laissez emporter par vos impulsions émotionnelles, lorsque vous laissez un élément extérieur dicter vos sentiments. Avez-vous déjà vécu cela? Nous vivons dans un monde qui nous conditionne à réagir vite, avec force, systématiquement. Si quelqu'un vous provoque, vous répondez. Si quelque chose vous frustre, vous explosez intérieurement. Si les choses ne se passent pas comme prévu, vous perdez vos moyens. Et plus vous réagissez, plus vous croyez que c'est naturel, que cela fait partie de votre nature. Mais il y a une énorme différence entre ressentir et réagir, et presque personne ne vous l'a appris. La maîtrise des émotions n'est ni froideur, ni indifférence, ni refoulement des sentiments. La maîtrise des émotions, c'est la force mentale. C'est reconnaître l'impulsion et ne pas y céder. C'est comprendre que chaque réaction émotionnelle intense est un rapport de force invisible. Chaque fois qu'un élément vous déstabilise, quelque chose commence à vous contrôler. Une remarque, une personne, une situation, un souvenir du passé qui ressurgit sans cesse. Et le plus difficile à accepter, c'est peut-être ceci. Plus vous réagissez, plus vous devenez prévisible. Prévisible aux yeux des autres, des situations, des éléments, déclencheurs qui vous entourent. Ceux qui réagissent constamment vivent sur la défensive, même en l'absence d'agression. Ils vivent épuisés, vidés, prisonniers de cycles émotionnels qui semblent interminables. Cela vous parle? Le malaise que vous ressentez n'est pas le fruit du hasard. Il survient lorsqu'une vérité commence à percer l'armure que vous avez érigée pour vous protéger. Car, au fond, personne n'aime admettre avoir perdu le contrôle. Mais reconnaître cela est le premier pas vers le rétablissement de votre force mentale. Et c'est précisément là que la conversation devient intéressante, car comprendre vos réactions n'est que la partie émergée de l'iceberg. La suite révèle comment ces réactions façonnent votre vie, vos décisions, et même l'image que vous avez de vous-même, bien plus profondément que vous ne l'imaginez. Et si tout ce qui vous traverse l'esprit en ce moment vous semble logique, c'est peut-être parce que vous avez déjà vécu des situations où vous avez réagi automatiquement, et réalisé seulement après coup le prix que cela vous a coûté. Parfois, cela coûte la paix intérieure. Parfois, cela coûte de l'énergie. Parfois, cela coûte des nuits blanches, des conversations gênantes, des décisions qui ne vous ressemblent pas. Et en parler n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de lucidité. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent. Il peut s'agir d'une situation récente, d'un comportement que vous avez observé chez vous, ou même d'une réaction que vous aimeriez mieux maîtriser. En écrivant, vous ne vous adressez pas seulement à moi. Vous aidez aussi d'autres personnes qui lisent et se reconnaissent peut-être en silence. Cet espace existe précisément pour cela, un véritable échange, sans faux semblants. Et si à un moment donné vous vous êtes dit « ça m'est déjà arrivé », pensez à aimer la vidéo. Cela paraît simple, mais ce geste permet à ce type de contenu de vous parvenir, ainsi qu'à ceux qui ont besoin d'entendre précisément ce message, même sans le savoir encore. Chaque « j'aime » est comme un encouragement. C'est important. Continuez. Si vous avez le sentiment que ce type de conversation fait défaut dans votre quotidien, abonnez-vous à la chaîne. Non pas par automatisme, mais par choix conscient, afin de continuer à développer votre maîtrise émotionnelle, votre force mentale et votre lucidité. L'objectif n'est pas de réagir plus vite, mais de mieux réagir, ou souvent,
de ne pas réagir du tout. Votre participation est essentielle à la pérennité de cette communauté et permet à ce message de toucher davantage de personnes lassées, d'être prisonnières de leurs propres réactions. Et à partir de là, nous allons approfondir le sujet, car prendre conscience de cette perte de contrôle n'est que le point de départ. L'étape suivante consiste à trouver comment y mettre fin, même lorsque tout autour de vous tente de vous y replonger. Si vous prenez le temps d'observer de plus près, vous vous apercevrez que presque personne ne réagit par choix. On réagit par habitude. Dès notre plus jeune âge, on nous conditionne à réagir aux stimuli extérieurs, comme à des ordres internes. Une remarque désobligeante devient irritation, un regard indifférent, insécurité, le rejet, révolte ou silence pesant. Tout cela paraît naturel, presque automatique, comme si le choix nous était imposé. Et c'est précisément là que réside l'illusion du contrôle extérieur. Il existe une idée reçue très répandue selon laquelle le monde nous provoque, et nous ne faisons que réagir. Mais cette idée occulte un point essentiel. Si quoi que ce soit peut déterminer notre état émotionnel, alors nous n'en avons jamais vraiment eu le contrôle. Il était dispersé entre les mains de personnes, de situations, d'attentes et de scénarios qui nous échappaient. Dans ce contexte, réagir n'est pas un signe de force émotionnelle, mais un signe de conditionnement. C'est le résultat d'années de répétition du même schéma sans en questionner l'origine. Les personnes, les situations et les mots fonctionnent comme des boutons invisibles, car quelqu'un, à un moment donné, vous a appris à réagir ainsi. Parfois, c'était la famille, parfois l'environnement, parfois des expériences passées qui ont laissé leur empreinte. Le cerveau apprend vite. Si quelque chose fait mal, il réagit. Si quelque chose est menaçant, il se défend. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces réactions cessent de protéger et deviennent un véritable enfermement. Vous commencez à réagir même en l'absence de danger réel, face à un simple malaise émotionnel. Et il est important de le dire clairement. Ressentir des émotions est tout à fait normal. Les émotions sont humaines. Ce qui vous épuise, ce qui vous mine, ce qui nuit à votre épanouissement personnel, c'est une réaction inconsciente. C'est laisser vos impulsions décider à votre place. Petit à petit, ces réactions façonnent votre état d'esprit, influencent vos choix, petits et grands, perturbent vos relations et créent une version de vous-même toujours sur le qui-vive, toujours sur la défensive, même quand ce n'est pas nécessaire. Voici une vérité souvent passée sous silence. Réagir sans cesse nous épuise. Cela nous prive de lucidité. Cela nous déconnecte du présent. On quitte une situation et on y reste mentalement prisonnier pendant des heures, voire des jours. On revit des dialogues. On imagine des réponses qu'on n'a pas données. On ressent des émotions passées qui continuent de nous habiter. L'impact n'est pas immédiat, mais il est profond. Il s'accumule et se transforme en épuisement émotionnel, en décision impulsive, en un sentiment constant d'être à la merci des événements extérieurs. Vous l'avez peut-être déjà constaté chez vous, ce moment où vous vous demandez « Pourquoi cela me touche-t-il encore ?» ou « Pourquoi ai-je réagi ainsi alors que ce n'était même pas si grave ?» Ces questions ne surgissent pas par hasard. Elles indiquent qu'une part de vous-même comprend déjà que le problème ne réside pas seulement dans le stimulus, mais aussi dans la réaction automatique qui s'ensuit. Prendre conscience de cela, ce n'est pas vous culpabiliser. C'est amorcer une transformation silencieuse, mais profonde. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car comprendre que l'on a été conditionné à réagir n'est qu'un premier pas. Le véritable changement commence lorsqu'on prend conscience de l'influence de ce conditionnement sur nos décisions, notre identité et même notre vision de la vie. Il y a une différence fondamentale entre vivre par réaction et vivre par choix. Et cette différence se révèle lorsqu'on examine ces schémas avec plus d'honnêteté et moins de jugement. Si tout cela vous parle d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous. Cela me paraît logique. Il arrive un moment où tout devient plus clair, presque d'une clarté troublante. C'est lorsqu'on réalise que chaque réaction émotionnelle intense s'accompagne d'un échange de pouvoir invisible. Ce n'est pas quelque chose de symbolique ou d'abstrait. C'est concret, quotidien, presque banal. Chaque fois qu'un élément perturbe notre équilibre, il prend le contrôle pendant quelques secondes, minutes, voire heures. Et plus la réaction est forte, plus on a inconsciemment perdu le contrôle. Pensez à des situations simples. Un message resté sans réponse. Le silence s'installe, l'esprit s'emballe. L'angoisse prend le dessus.
Cette personne, sans même avoir rien fait, commence à hanter vos pensées, ou une critique apparemment anodine, lancée peut-être sans mauvaise intention, mais qui résonne en vous toute la journée. Vous revivez la scène, vous reformulez vos réponses, vous ressentez de la colère, de la honte, le besoin de vous justifier. À ce moment-là, qui est aux commandes? Ce n'est pas vous, c'est la critique, c'est la personne, c'est la situation, pourtant révolue, qui continue de vous obséder. Voici la vérité cachée que presque personne n'aime admettre. Le pouvoir se prend rarement par la force. Il se donne. On le donne quand on réagit sans réfléchir, quand on répond impulsivement, quand on laisse une provocation dicter son humeur, quand une comparaison sur les réseaux sociaux modifie l'image qu'on a de soi-même. Peu à peu, on se met à vivre au gré des stimuli extérieurs, croyant simplement ressentir, alors qu'en réalité, on est manipulé. Le plus curieux, c'est que ce renversement de pouvoir se produit précisément au moment où vous croyez vous défendre. La réaction semble protectrice, mais il s'agit souvent d'une vulnérabilité. Plus votre réaction est prévisible, plus il est facile de vous déstabiliser. Ceux qui connaissent vos points sensibles n'ont pas besoin de vous attaquer directement. Il leur suffit de toucher la corde sensible. Et même involontairement, le monde le fait constamment. Commentaires incohérents, regards ambigus, attentes déçues, comparaisons silencieuses. Tout devient une invitation à vous extraire de vous-même et à lâcher prise. L'impact de cela dépasse largement le cadre de cet instant précis. Cela influence nos décisions. On dit ce qu'on ne voulait pas dire. On accepte ce qu'on ne voulait pas accepter. On s'éloigne ou on se rapproche impulsivement. Avec le temps, ces petits changements de rapport de force engendrent un état d'esprit réactif, toujours sur le qui-vive, toujours à l'affût du prochain déclencheur. La vie commence à être vécue davantage comme une réaction que comme un choix, et c'est épuisant, profondément épuisant. Il y a une dimension émotionnelle à tout cela, rarement dévoilée. Réagir intensément donne l'impression d'être vivant, impliqué, présent. Mais, en pratique, cela vous prive de votre autonomie. Vous commencez à confondre intensité émotionnelle et authenticité, comme si ressentir intensément était synonyme de bien vivre. Or, ressentir intensément, sans but devient épuisant. Cela devient du bruit. Cela engendre une perte de clarté. Le cheminement cesse d'être guidé par des décisions conscientes et commence à être poussé par des stimuli aléatoires. Peut-être vous souvenez-vous maintenant de moments précis, cette fois où une comparaison vous a abattu, cette conversation qui vous a déstabilisé, cette provocation qui vous a fait agir d'une manière qui ne vous ressemblait pas du tout. Ces moments ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des signes, des révélations silencieuses des domaines où vous exercez encore un pouvoir sans même vous en rendre compte. Et reconnaître cela, ce n'est pas vous rabaisser, c'est récupérer ce qui vous a toujours appartenu. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car comprendre que chaque réaction émotionnelle intense est un abandon de pouvoir modifie radicalement votre perception de vos propres comportements. Dès lors, une transformation plus subtile s'amorce. Vous commencez à observer non seulement ce qui vous affecte, mais aussi pourquoi cela se produit et ce que cela révèle de votre état d'esprit, de votre histoire et de la manière dont vous avez construit votre force émotionnelle au fil du temps. Si ce passage vous a interpellé, laissez un commentaire à la fin. Je suis moi aussi en plein parcours. Il y a une chose qu'on n'exprime presque jamais clairement, mais que beaucoup ressentent au quotidien. Ceux qui réagissent le plus sont presque toujours ceux qui souffrent le plus en silence. Non pas par faiblesse, mais précisément parce qu'ils ressentent les choses intensément. Les personnes à forte réactivité émotionnelle sont généralement sensibles, perspicaces, intelligentes et profondes. Elles perçoivent des nuances que les autres ignorent. Elles remarquent les changements de ton, restent silencieuses quand quelque chose ne va pas et ressentent l'atmosphère avant même qu'un mot ne soit prononcé. Et cela, pendant longtemps, semble être un don, jusqu'à ce que cela devienne un fardeau. La souffrance découle rarement de l'événement lui-même. Elle naît de ce qui suit, de la répétition mentale, de la scène qui se rejoue sans cesse dans votre tête, de la conversation terminée mais qui continue d'être revisitée, réinterprétée, rejouée. Le corps poursuit son chemin mais l'esprit reste prisonnier. C'est là que la douleur s'installe, non pas dans les mots prononcés, mais dans les pensées répétées des dizaines de fois ensuite, non pas dans le regard reçu, mais dans le sens qu'on lui a attribué. Ce processus est silencieux, intérieur, invisible aux yeux des autres,
et profondément épuisant pour ceux qui le vivent de l'intérieur. Ceux qui réagissent de manière excessive ont tendance à tout intérioriser. Ils se demandent s'ils ont mal agi, s'ils ont trop parlé, s'ils auraient dû agir autrement. Ils repassent en revue leurs décisions, reconstruisent les dialogues, créent des versions alternatives de la réalité. Et pendant ce temps-là, le monde continue de tourner. Les gens continuent de tourner. Mais vous restez là, prisonnier d'un cycle mental stérile qui ne génère aucune solution, seulement de l'usure et de la souffrance. C'est l'un des aspects les plus cruels de la réactivité émotionnelle. Elle ne s'exprime pas seulement par des accès de colère, mais aussi par des ruminations silencieuses. Il existe aussi une vérité cachée qu'il convient d'évoquer avec précaution. Les personnes qui réagissent intensément ont souvent un sens aigu des responsabilités émotionnelles. Elles ressentent le besoin de tout comprendre, de tout résoudre, de donner un sens à tout. Elles sont incapables de lâcher prise, et cela les épuise, car la vie ne s'arrête pas là et ne cherche pas à être comprise dans les moindres détails. Certaines choses arrivent tout simplement. À force de vouloir tout contrôler mentalement, on finit par être contrôlé par cet effort même de compréhension. L'impact de cela se reflète dans votre façon de vivre. Vous pouvez même paraître calme, fonctionnel, présent. Mais intérieurement, c'est un brouhaha constant, une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'esprit, un poids indéfinissable qui vous sape votre énergie, votre lucidité et votre capacité à apprécier les petites choses. Souvent, ceux qui souffrent le plus sont précisément ceux qui se plaignent le moins, car ils sont déjà trop occupés à gérer leurs problèmes intérieurs. Et là, il est important de dire quelque chose avec une empathie sincère. Il n'y a rien de mal à ressentir cela. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité. Le problème n'est pas la sensibilité en elle-même, mais le fait de ne pas savoir comment la gérer. Quand la sensibilité n'est pas canalisée, elle devient un fardeau. Quand l'intelligence émotionnelle n'a plus de limites, elle devient une exigence envers soi-même. Et, avec le temps, cela engendre une distanciation silencieuse avec soi-même. Vous avez peut-être déjà ressenti cela, cette sensation d'épuisement émotionnel constant, même en l'absence de problèmes graves, cette difficulté à déconnecter, ce sentiment que les petites choses vous affectent plus qu'elles ne le devraient. Cela ne signifie pas que vous exagérez. Cela signifie simplement que vous vivez encore davantage en mode réaction qu'en mode choix. Et prendre conscience de cela n'est pas un jugement, mais une révélation importante sur votre chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre pourquoi ceux qui réagissent le plus sont aussi ceux qui souffrent le plus en silence ouvre la voie à quelque chose de plus grand. La possibilité de transformer cette sensibilité en force consciente, en présence, en clarté. Il arrive un moment où l'on cesse de se blesser par ses propres réactions et où l'on commence à les considérer comme des informations et non comme des ordres. C'est alors que l'état d'esprit change, que les décisions deviennent plus sereines et que l'impact intérieur commence véritablement à s'atténuer. Si ce passage décrit quelque chose que vous avez déjà ressenti, commentez ci-dessous. Cela me paraît logique. Il y a un moment précis où quelque chose change en nous. Ce n'est ni bruyant, ni spectaculaire, ni accompagné d'euphorie. C'est silencieux, presque imperceptible. C'est lorsqu'on réalise que, la plupart du temps, on n'a pas perdu le contrôle, on a lâché prise. Ce changement de langage semble minime, mais son impact psychologique est profond, car perdre évoque un accident, quelque chose qui nous échappe. Lâcher prise implique un choix, même inconscient. Et cette prise de conscience ne génère pas de culpabilité, elle génère de la force. Longtemps, l'idée de perdre le contrôle procure un certain soulagement. Elle allège le poids de la responsabilité. Elle donne l'impression que l'émotion était plus forte, que la situation a triomphé, qu'il n'y avait pas d'alternative. Mais ce discours vous emprisonne aussi, car si vous perdez, quelqu'un d'autre gagne. Et ce n'est presque jamais vous. Lorsque vous commencez à comprendre qu'il y a eu un abandon, quelque chose se réorganise en vous. Vous comprenez que s'il était possible d'abandonner, il est aussi possible de ne pas abandonner la prochaine fois. C'est l'une des révélations les plus transformatrices de ce cheminement. Non pas parce qu'elle élimine les émotions difficiles, mais parce qu'elle change votre rapport à elles. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», vous commencez à vous demander « À quel moment ai-je cédé ?» Cette question n'est pas agressive. Elle est éclairante. Elle met en lumière les mécanismes profonds de ce comportement.
révélant les moments précis où votre mentalité a été conditionnée à compromettre son propre équilibre, en échange d'un soulagement ou d'une validation immédiate. Et voici un fait curieux. Lorsque vous assumez cette responsabilité sans jugement, le sentiment d'impuissance s'atténue. Vous commencez à ressentir un espace intérieur, de la clarté, une légère distance entre le stimulus et la réponse. Cet espace est essentiel. C'est dans cet espace que les décisions cessent d'être impulsives et deviennent conscientes. C'est dans cet espace que la transformation commence véritablement, non comme une vaine promesse, mais comme une expérience concrète. Prendre conscience que l'on lâche prise permet aussi de déjouer un piège courant, celui de se définir par ses propres réactions. Nombreux sont ceux qui construisent leur identité sur ce principe. C'est ma nature. Je ressens tout intensément. Je ne peux pas faire semblant. Mais en observant avec plus d'honnêteté, on réalise que beaucoup de ces réactions ne sont pas notre essence, mais des habitudes. Ce sont des réponses tellement répétées qu'elles finissent par faire partie intégrante de notre identité. Remettre cela en question, ce n'est pas se trahir, c'est se libérer. L'impact de ce changement se fait sentir au quotidien, dans des conversations qui vous déstabilisaient autrefois et qui désormais vous pèsent de moins, dans des situations qui vous dérangent encore, mais qui ne vous emprisonnent plus, dans des décisions autrefois prises à chaud et qui maintenant suscitent une brève réflexion. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la présence. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un choix. Vous continuez à ressentir, mais vous ne vous abandonnez pas pour autant. Il y a aussi quelque chose de profondément humain à ce tournant, la bienveillance envers soi-même. Lorsqu'on comprend qu'on a lâché prise parce qu'on ne savait pas faire autrement, la culpabilité perd de son emprise. On commence à percevoir ses réactions passées comme des tentatives de protection et non comme des manquements moraux. Cela modifie le discours intérieur, et modifier ce discours intérieur modifie le comportement. Progressivement, on sort du mode de survie émotionnelle pour accéder à une vie plus consciente. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car reconnaître l'abandon du contrôle n'est que le point de départ d'une transformation plus vaste. Dès lors, un processus de reconstruction de votre état d'esprit s'amorce. Vous apprenez à observer vos impulsions sans y obéir, à ressentir sans vous perdre, à vivre sans vous fondre dans le monde extérieur. Ce chemin n'est pas instantané, mais il est bien réel. Et plus vous comprenez ce mécanisme, plus vous réalisez que le pouvoir n'a jamais été aussi inaccessible qu'il n'y paraissait. Si ce changement de perspective a touché un point important pour vous, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi en plein cheminement. Il existe un mythe tenace qui empêche beaucoup de personnes d'avancer sur ce chemin. L'idée que cesser de réagir signifie devenir froid, distant ou insensible. Comme si la seule façon d'être humain était de tout ressentir immédiatement et de réagir impulsivement. Mais c'est faux. En réalité, c'est tout le contraire. Cesser de réagir ne signifie pas se couper de ses émotions. Il s'agit de développer une force mentale acquise. Il s'agit de développer une maîtrise de soi suffisante pour ne pas se laisser submerger par chaque stimulus qui se présente. Quand on apprend à ne plus réagir automatiquement, ce n'est pas parce qu'on a cessé de ressentir des émotions, mais parce qu'on a commencé à les ressentir plus consciemment. Il y a une différence fondamentale entre le refoulement émotionnel et la maîtrise de soi. Refouler, c'est enfouir l'émotion, faire comme si elle n'existait pas. Maîtriser soi, c'est observer ce qui se manifeste en soi et décider clairement de la manière d'y faire face. L'une est une fuite, l'autre une maturité émotionnelle. Et cette distinction transforme radicalement notre façon de penser. Les personnes qui ont développé une force mentale développée ne sont pas moins sensibles. Souvent, elles sont même plus conscientes de leurs émotions. La différence réside dans le timing et le choix. Elles ne laissent pas l'émotion les submerger avant d'avoir pris conscience de leurs émotions. Elles créent un espace intérieur où elles observent l'impulsion avant d'agir. Cet espace est invisible aux yeux des autres, mais c'est là que se produit la véritable transformation. C'est là que les décisions cessent d'être réactives et s'alignent sur la personne que l'on aspire à devenir. Il y a une vérité cachée dans tout cela. Réagir trop vite est souvent le signe d'un manque de présence intérieure, non pas par manque de moralité, mais par manque de pratique. De même que le corps apprend les mouvements par la répétition, l'esprit apprend les réponses émotionnelles de la même manière. Pendant des années, vous avez peut-être conditionné votre impulsion. Maintenant, commencez à cultiver la pause. Et la pause n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci.
C'est savoir que l'on peut ressentir de la colère sans y céder, que l'on peut ressentir de la tristesse sans s'y enliser, que l'on peut ressentir un malaise sans éprouver le besoin de fuir ou d'attaquer. Ce niveau de conscience de soi a un impact profond sur votre rapport au monde. Les conversations deviennent plus claires. Les conflits perdent de leur intensité inutile. Les provocations cessent d'avoir le même effet, non pas par indifférence, mais parce que vous avez cessé de donner aux situations un pouvoir qu'elles n'auraient jamais dû avoir. La force mentale ne se manifeste pas par des accès de colère, mais par la capacité à rester entier même lorsqu'un élément extérieur tente de vous déstabiliser. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cela n'éloigne pas les gens. Au contraire, en réagissant moins, on écoute davantage. En n'étant pas constamment sur la défensive, on comprend mieux. En évitant les réactions impulsives, on choisit ses mots avec plus de soin. Il en résulte des relations plus matures et plus authentiques, moins marquées par les interférences émotionnelles. C'est un processus de développement personnel dont peu ont conscience mais que beaucoup ressentent autour d'eux. Ce cheminement exige aussi de l'honnêteté envers soi-même. Il implique de reconnaître que, souvent, réagir était une façon de se protéger. Et c'est normal. C'était la ressource disponible à ce moment-là. Mais arrive un moment où continuer à réagir engendre plus de souffrance que de protection. C'est alors que la force mentale cesse d'être une notion abstraite et devient une pratique quotidienne. De petits choix, de petites pauses, de petits ajustements dans notre façon d'interpréter le monde. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car comprendre que cesser de réagir est une question de pratique, et non de déni, ouvre la voie à une plus grande maîtrise de soi. Dès lors, on apprend à utiliser les émotions comme des signaux, et non comme des phrases, comme des informations, et non comme des ordres. Ce changement subtil redéfinit tout votre parcours, vos décisions et votre place dans la vie. Si ce passage vous a interpellé d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous. Cela me paraît logique. Il existe une phrase qui dérange souvent, car elle ne pointe pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Si quelque chose peut vous déstabiliser, c'est que vous ne maîtrisez pas encore votre vie. Cette idée n'est pas une accusation, mais une révélation. Elle agit comme un miroir silencieux, mettant en lumière les dépendances affectives persistantes, les décisions déléguées à des stimuli extérieurs, les réactions impulsives qui précèdent le choix. Et lorsqu'on y fait face avec honnêteté, quelque chose se transforme en soi. Beaucoup confondent maîtrise et rigidité. Ils croient que maîtriser sa vie signifie contrôler les autres, les résultats et les situations. Or, la vérité est tout autre. Le seul véritable contrôle est intérieur. Tout ce qui est extérieur peut changer, échouer, disparaître ou se comporter de manière imprévisible. Lorsque votre stabilité en dépend, vous vivez dans un état d'alerte permanent. L'impact de cet état est profond et insidieux, car il ne se manifeste pas par un événement isolé, mais par l'accumulation quotidienne de petites réactions qui vous épuisent et vous font dérailler. Une transformation profonde s'opère lorsqu'on comprend qu'il n'est pas nécessaire de gagner toutes les batailles émotionnelles pour être fort. Il suffit de choisir celles qui méritent notre attention. Cela modifie notre façon d'appréhender les critiques, les provocations, les comparaisons et même le silence d'autrui. Le monde reste le même, mais notre rapport à lui évolue, et ce changement de perspective modifie nos décisions, nos relations, et au fil du temps, la perception que nous avons de nous-mêmes. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car il existe un aspect rarement abordé de la force mentale, le coût de la réactivité. Chaque réaction automatique renforce un schéma, chaque schéma renforce une identité, et sans même s'en rendre compte, on finit par se percevoir comme quelqu'un qui est comme ça, alors qu'en réalité on ne fait que répéter un comportement acquis. De telles révélations sont dérangeantes, mais elles sont libératrices. Elles nous redonnent le choix, elles nous redonnent le contrôle, elles nous redonnent notre autonomie. Quand on comprend que l'essentiel n'est pas extérieur, mais intérieur, notre façon d'avancer change. La vie cesse d'être une succession d'événements et devient une succession de décisions. Pas toutes faciles, pas toutes agréables, mais des décisions conscientes. Cette prise de conscience crée un espace, et dans cet espace, la clarté émerge. L'impulsion cède la place à l'intention. La réaction cède la place à la réponse. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela se produit. C'est un véritable processus, un cheminement construit sur de petits choix quotidiens. Le plus important, peut-être, est de comprendre que ce chemin ne vous éloigne pas de la vie. Au contraire,
Il vous en rapproche. Il vous rapproche de votre véritable nature, lorsque vous n'êtes plus constamment sur la défensive. Il vous rapproche de cette part de vous qui ressent sans se perdre, qui observe sans être paralysé, qui comprend que la force n'est pas l'absence d'émotion, mais une direction. Et cette direction commence lorsque vous prenez soin de votre propre équilibre, sans culpabilité ni peur. Cette conversation ne s'arrête pas là, car ce qui a été révélé jusqu'ici n'en est que le fondement. De là émergent des niveaux de compréhension plus profonds sur la manière de maintenir cette maîtrise de soi dans des situations concrètes, lorsque la pression se fait sentir et que les déclencheurs menacent de prendre le dessus. C'est à ce moment précis que l'état d'esprit se concrétise et que la transformation cesse d'être un concept pour devenir une pratique. Si cette idée vous parle, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi en plein parcours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette conversation a trouvé un écho profond en vous à un moment donné de votre propre cheminement. Et quand cela arrive, il est naturel de poursuivre notre exploration ensemble. Abonnez-vous à la chaîne, c'est comme dire. Ce genre de réflexion m'est précieux. J'en souhaite davantage au quotidien. L'idée est de continuer à approfondir le sujet, avec calme, clarté et sincérité, sans formule toute faite, ni digressions inutiles. Si vous souhaitez laisser un message indiquant que ce message vous est personnellement destiné, écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Ce message m'était destiné. Je lis, je suis, et cela crée aussi un espace de connexion paisible entre des personnes qui essaient de vivre avec plus de conscience et moins de réactions automatiques. Si à un moment ou un autre, cette vidéo a fait écho à une situation que vous vivez, n'hésitez pas à la liker. C'est un geste simple, mais il permet à ce type de contenu de continuer à atteindre ceux qui ont besoin d'entendre précisément ce message, même s'ils n'en ont pas encore conscience. Une fois que vous aurez terminé ici, vous trouverez une vidéo complémentaire qui approfondit le sujet et explore plus en détail la notion de maîtrise intérieure et de force mentale. Cliquez dessus et poursuivons la conversation avec moi.